Chers téléspectateurs, bonsoir. Le décryptage de ce soir reçoit pour vous le candidat à l'élection présidentielle, Dave Mafoula, avec qui nous allons parler de son projet de société, le pacte républicain pour un nouveau départ. Bonsoir, Président Dave Mafoula. Bonsoir, Madame. Alors, Président, on vous a vu, vous étiez sur le terrain dans la partie septentrionale. Pour aller rencontrer les Congolais dans les différents départements du pays. Alors, quel est le message que vous avez porté à l'endroit de la population congolaise de cette partie du territoire national? La vérité, Madame. La vérité. La vérité. Et votre vérité, ça consiste en quoi précisément? La vérité sur ce que nous avons déjà vécu pendant près de 50 ans de la gestion de M. Denis Sassou Nguesso. La vérité de ce que nous sommes devenus aujourd'hui, un pays appauvri, parce que le Congo n'est pas pauvre, simplement appauvri. Un peuple qui n'est plus digne, un peuple qui n'a plus ses valeurs morales. Je suis allé dire aux Congolais la vérité sur ce que nous serons demain, si ils font le bon choix, le choix du nouveau départ. Voilà en quelques mots ce qui constitue le message que j'ai apporté, bien évidemment. Je leur ai fait état de la situation du pays et aussi des propositions que j'ai pour redresser la situation de... Alors justement, votre projet de société, le pacte républicain pour un nouveau départ, vous prévoyez notamment la refondation de l'État de fond en comble, hein, avec l'instauration d'une justice indépendante, une justice réelle indépendante et d'autres entités. Alors, que pouvez-vous faire dans le cadre de la justice indépendante? Vous savez, Madame Marina, la justice, quand elle n'est pas indépendante, quand elle est inféodée dans la politique, elle ne peut pas travailler de façon à ce que la confiance soit instaurée. Nous avons une justice qui ne fait pas confiance parce que nous avons une justice qui est soumise au pouvoir politique. La première des choses, que la justice congolaise est inféodée par la politique. La première des choses, c'est dépolitiser la justice. Je vais simplement répondre à votre question pour vous dire qu'à partir du moment où nous avons une séparation du pouvoir, où on a le pouvoir exécutif qui a à sa tête le président, on a le pouvoir législatif qui a à sa tête donc le président de l'Assemblée, on a le troisième pouvoir qui est le pouvoir judiciaire, mais qui a encore à sa tête le président et le ministre qui siègent au Conseil supérieur de la magistrature. Vous voyez très bien que rien que par leur présence, on peut déjà subir une influence politique dans la justice, alors que nous voulons que cette justice soit indépendante. C'est pour cela que nous avons dit... C'est ce qui prévoit la Constitution du 15 octobre 2015. Mais bien évidemment, si vous voulez que la justice soit véritablement indépendante, il faudrait qu'à la tête de la justice, que nous puissions avoir un magistrat qui sera élu par ses pairs. On n'a pas besoin d'avoir la présence du président. Le président de la République est de facto, comme prévoit la Constitution. Le premier magistrat suprême, c'est lui. Vous vous basez sur la Constitution. Oui. C'est cette Constitution que nous allons changer, madame. C'est pour cela que je vous ai dit... Cela fait partie aussi de votre projet de société. Si vous voulez une justice indépendante, il faudrait donner la liberté aux magistrats de travailler sans pour autant qu'il y ait de l'influence politique. Nous sommes dans un pays que nous connaissons très bien. Nous sommes dans un pays où le peuple, même pour saisir la justice face à quelqu'un qui est au pouvoir, c'est très difficile. Donc, il faut redonner confiance à notre justice, il faut redonner confiance aux Congolais. Et ce qu'il faut faire, il faut faire en sorte que le président et le ministre de la Justice ne siègent plus au Conseil supérieur de la magistrature. Alors, qu'est-ce qu'un fait marquant, plus précisément à Ifondo? Je vous ai vu accompagner une personne de troisième âge. Quel est le symbolisme de cet acte, président Dave Mafoula? Alors, merci beaucoup pour cette question. Alors, vous me parlez, ce n'est pas Ifondo, c'était Evo. Ah d'accord, excusez-moi. J'étais à Ifondo, mais la situation s'est passée à Evo. Alors, cette personne âgée, maman Mado, que je l'ai appelée comme ça parce que je lui ai posé la question, elle me dit qu'elle appelait Mado. Bon, je l'ai appelée Coco Mado. Elle est venue à ma rencontre. Elle a entendu que je devais venir. Elle ne me connaît pas, elle ne m'a jamais vu.
mais elle a entendu parler de la proposition que j'ai pour les retraités. Et elle s'est précipitée à dire aux gens que je dois être la première à le recevoir. Effectivement, elle était la première à me recevoir et on a discuté avec. Elle m'a simplement dit « Je veux que tu deviennes président ». Alors, croyez-moi que c'était touchant. Elle m'a donné une force exceptionnelle parce que lorsque une personne de son âge, elle a plus de 70 ans, veut que je devienne président, c'est qu'elle a compris le message et elle sait, elle a peut-être compris même le cœur que j'ai pour le Congo. Elle a entendu parler de vous à vous, elle vous connaissait? Elle ne me connaissait pas, mais elle entendait parler de moi. Elle est venue à votre Elle est rencontre. venue, Et elle a cherché à me voir. J'ai été surpris parce que je l'ai vue de l'autre côté et elle faisait signe. Et je me suis arrêté, je suis venu. Elle était accompagnée par une jeune fille qui m'a dit elle voulait te voir en premier. Elle ne peut pas venir à ton meeting, mais elle voulait te voir. On a fait le déplacement jusqu'ici pour ça. Et croyez-moi, cette vieille maman ne m'a pas demandé de l'argent. Elle m'a donné des conseils. Et comme je vous ai dit, je suis rentré en meeting avec ces mots dans mon cœur. Et croyez-moi que pour elle, je veux me battre à ce que... Elle vous a prodigué comme ça, justement en vous disant quoi? Non, mais elle m'a dit que je veux que tu deviennes président. Et je lui ai posé la question. Oui, tu veux vraiment que je devienne président? Elle me dit oui, je veux que tu deviennes président. Et c'est pour cela que j'ai une pensée pour toutes les mamans. J'ai une pensée pour toutes les personnes du troisième âge. Et grâce à cette maman, j'ai pensé qu'il fallait aussi s'organiser pour que nous puissions avoir une allocation de solidarité qui va soulager toutes ces personnes du troisième âge qui vont vers la fin de leur vie et qui finissent la fin de leur vie en étant dans une certaine dignité, dans un certain respect par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Vous prévoyez d'instaurer une caisse de prise en charge des personnes de troisième âge, les personnes vulnérables? Alors, je parle bien d'allocation de solidarité. De solidarité, d'accord. Allocation de solidarité parce que, Madame Marna, vous savez que dans ce pays, on parle des pensions de retraite, mais ça c'est pour des gens qui ont travaillé. Mais il y a des gens qui n'ont jamais travaillé. Je parle là avec la situation des personnes de troisième âge, mais des femmes de troisième âge, qui, peut-être depuis toute petite, elle était dans un foyer, elle n'a pas pu travailler, mais pourtant elle a nourri des enfants, pourtant elle a fait des sacrifices pour que nous, là, nous puissions aller à l'école, nous puissions manger, et à la fin de sa vie, elle n'a absolument rien. Moi, je veux régler le problème social des Congolais, je veux aussi régler ce problème pour que toutes ces personnes-là, de troisième âge, ce n'est pas une discrimination. Il y aura pour des hommes qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de pension de retraite, et pour des femmes qui n'ont pas de pension de retraite, un accompagnement, une allocation de solidarité, pour simplement que les gens vivent dans un pays et qu'ils finissent leur vie en bonté. Alors, toujours dans le volet social, vous prévoyez d'instaurer une crise pour la réparation des victimes. Hein? Que prévoyez-vous faire dans ce cas, dans le volet social? Vous savez, Madame Marna, nous sommes dans un pays où les gens vivent avec des blessures. Il faut aller discuter avec ceux qui ont vécu le drame de 4 mars. Il faut aller voir dans quelles conditions ils sont. Il y a encore ces blessures intérieures qu'il faut apaiser. Je ne pense pas qu'un pays peut avancer lorsqu'il y a des rancœurs, lorsqu'il y a des blessures, lorsque les gens ne sont pas guéris des crises qui ont fait mal à notre pays. C'est pour cela que j'ai dit il faut revoir la situation des victimes de 4 mars et aussi du département du Poul. Parce que c'est l'un des départements qui a été touché par des crises politiques. On a vu la guerre de 93, 98 et tout ce qui se passe dans le Poul. Donc, il faut réorganiser la société, faire en sorte que tous ceux qui ont été victimes par la faute de l'État puissent être indemnisés. C'est pour cela que je dis, je suis le candidat du nouveau départ parce que je veux être le président qui va réparer les dégâts causés par M. Denis Sassou Nguesso. Vous comptez refonder l'État de fond en comble, en comblant tout ce qui est défaillance actuelle de la gestion, selon vous? Bien évidemment, madame, parce qu'on ne cherche pas à présider un pays pour en créer des problèmes. Il faut résoudre des problèmes. C'est l'essence même de la responsabilité politique à ce niveau. Quand on est président, c'est pour
régler les problèmes des Congolais. C'est pour cela que je dis aux Congolais, moi, je n'ai pas des promesses à vous faire, mais j'ai un cap à vous montrer. Le cap pour moi, c'est le nouveau départ. Quand vous voyez très bien que je veux régler le problème des sinistrés de 4 mars, je veux régler le problème du département du Poul, je veux régler les problèmes des opérateurs économiques qui ne sont pas payés, je veux régler le problème des pensions de retraite, nos parents retraités qui sont à pratiquement 51 mois de retard de paiement. Il y a les enseignants communautaires qui ne sont pas payés, il y a ceux qui travaillent au CHU, ceux qui travaillent dans des mairies. Il faut régler les problèmes. Je sais que les collègues qui me suivent vont sûrement se poser des questions. Où est-ce qu'il aura tout cet argent? Alors, vous allez mettre l'accent sur le social. Exactement. Exactement, parce qu'aujourd'hui, le problème que nous avons, l'urgence est sociale aujourd'hui. Vous estimez que c'est un secteur névralgique, hein? Le Congolais vit mal, sur tous les plans, mais il faut commencer à régler les problèmes sociaux. Simplement parce que le problème, il est économique si on ne produit pas, le problème, il est financier si on n'a pas l'argent. Mais la finalité de tout ça doit être le social. Or qu'aujourd'hui, il y a une précarité qui ne dit pas son nom. Or que ce que nous proposons, c'est quoi? Ce n'est pas de dire, voilà ce que nous allons produire pour avoir l'argent pour régler les problèmes. Nous pensons qu'il y a l'argent dans ce pays. Et il faut simplement qu'on ait ce courage, qu'on ait une ambition d'aller chercher cet argent et de régler le problème. Comment nous allons faire? D'accord. Comment vous allez faire justement pour régler les problèmes sociaux? Comment allez-vous faire pour renflouer les caisses d'État et avoir les moyens pour la mise en œuvre de votre politique sur le plan social, au profit des Congolais? Ce qui manque à notre pays, ce ne sont pas des moyens financiers, ce ne sont pas des ressources. Ce qui manque à notre pays, c'est un président qui a un cœur pour le peuple. C'est pour cela que je veux être le président qui mettra les Congolais au centre de mon combat politique, au centre de ma préoccupation politique. Chaque matin, je vais me réveiller avec la question, est-ce que les Congolais ont suffisamment ce qu'ils veulent? Si ce n'est pas le cas, je continuerai à me battre. Maintenant, je vais vous dire comment est-ce que les choses vont se passer. Il faut d'abord commencer par apaiser les esprits des Congolais. C'est pour cela que quand je serai président, la première des choses, c'est de faire sortir les prisonniers. Tous ceux qui sont détenus pour des raisons politiques vont sortir et nous allons organiser un dialogue inclusif où il sera question de rassembler les enfants du pays, qu'ils soient politiques, qu'ils soient religieux, qu'ils soient dans la société civile. Nous allons nous asseoir pour faire table rase de la situation de notre pays et avancer. À ce moment, sortira de ce dialogue un processus de pardon global. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui ont fait mal à notre pays, mais il faut qu'il y ait un certain nombre de vérités qui soient dites afin que chacun de nous puisse bénéficier de ce pardon global. Quand on aura fini avec ça, c'est simplement dire à toutes les personnes qui ont mal géré le pays, qui ont détourné l'argent des Congolais, de faire rapatrier cet argent. Et avec ça, nous aurons déjà des moyens, parce qu'il y aura quand même un délai, dépasser 3 mois. Vous les connaissez déjà. Dépasser 3 mois, nous savons ce que nous disons. Dépasser 3 mois, ceux qui ne vont pas le faire ne vont pas bénéficier du pardon global et ils seront poursuivis par l'État. Il y a d'abord ça qui va nous permettre donc d'avoir de l'argent. Il y a l'audit général que nous allons engager. Donc nous allons auditer les impôts, nous allons auditer la douane, nous allons auditer le trésor pour voir comment est-ce que nous pouvons retrouver cette marge de manœuvre financière afin d'engager les dépenses dont nous avons parlé aujourd'hui. Il y a aussi le redressement fiscal, parce que toutes les grandes entreprises qui sont au pays, je pense que dans un pays qui fonctionne avec la corruption, ces entreprises-là sont forcément dans une situation où il y a un problème de redressement fiscal. Nous allons faire le contrôle pour regarder les entreprises qui ont payé leurs impôts et celles qui n'ont pas payé leurs impôts, on va leur demander simplement de faire un effort, de payer pour que nous puissions avoir de l'argent et régler les problèmes. Alors, pour votre gouverne, je vais vous dire que nous sommes aussi dans une l'audit des entités publiques, notamment les entités financières publiques, va consister à faire quoi, président Dame? Mais quand on va auditer les impôts, oui. Les impôts, exemple, vous avez parlé des impôts, vous avez parlé des finances, vous avez parlé aussi du trésor public. Je vous explique, madame, je vous explique.
Est-ce que vous avez l'impression que tout le monde paye normalement les impôts ici? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un certain nombre d'exonérations qui sont données à tout va dans ce pays? Donc, tout ça, nous allons regarder. Tous ceux qui ne payent pas leurs impôts, toutes les entreprises qui sont ici au pays, dans la Likwala, dans la Songa, un peu partout, même les grandes entreprises. Toutes les entreprises qui sont exonérées des impôts, vous allez mettre en cause cette disposition. Nous ne venons pas pour créer une situation difficile pour les entreprises, mais nous venons pour simplement montrer le sérieux de l'État. C'est-à-dire que quand vous devez à l'État, vous devez payer l'argent. Parce que l'État a ses obligations derrière. Comme je vous ai dit, je prends l'engagement, moi, de faire de la dépense pour le social. Il faut que je retrouve cette marge financière afin de permettre cela. Mais je disais que je n'étais pas seulement sur ce tableau. Il y a un autre tableau qui est la réduction du train de vie de l'État. Je ne ferai pas, moi, un gouvernement de plus de 50 ministres. Donc la réduction du train de vie de l'État passe par la réduction de la composition du gouvernement. Vous allez réduire la taille du gouvernement. Déjà, parce que quand vous voyez le gouvernement, il a pratiquement 38 ministres, mais il y a d'autres personnes qui sont des commissaires avec rang et prérogatives de ministre. Donc, ils gagnent pratiquement la même chose. Je pense qu'on a assez dépensé pour l'homme politique. Il faut maintenant dépenser de l'argent pour le citoyen congolais. Donc, on va réduire l'architecture du gouvernement avec 22 ministres simplement. Et nous allons aussi supprimer un certain nombre des institutions constitutionnelles. Par exemple, le Sénat. Le Sénat a 72 sénateurs. Vous voyez très bien que si vous supprimez le Sénat avec 72 sénateurs, un budget de 18 milliards peut être injecté dans la question simplement des enseignants communautaires pour que nous puissions les avoir dans la fonction publique. Et il y a des conseils consultatifs que nous allons aussi supprimer. Il y a le Parlement que nous voulons qu'il soit monocaméral. Donc, on n'aura pas deux chambres, comme j'ai dit, la suppression du Sénat, mais aussi réduire l'effectif aujourd'hui des députés. Il y en a 151. Nous allons faire fonctionner d'avoir combien 80 pour la chambre basse du Parlement. 80 députés, combien madame. De députés? 80 députés. Et là encore, non seulement nous allons résoudre ce problème où les députés ils sont là simplement pour de l'argent, mais nous allons résoudre des problèmes en réduisant même les indemnités des députés. Ils vont plus gagner les 6 millions qu'ils avaient l'habitude de gagner. Donc on va revoir à la baisse. Nous allons faire des dépenses pour le social. Donc, je parle de 80, nous allons aussi régler un problème qui est quand même difficile dans notre pays, le problème de la représentativité. Parce que quand vous voyez les 151 députés, vous allez voir qu'il y a d'autres départements qui ont plus de députés, qui ont plus de sièges que les autres. Ce que nous allons faire, c'est avec la réforme territoriale, nous irons donc pour réduire aussi la taille de l'État, parce que la taille de l'État aujourd'hui c'est 15 départements, nous allons réduire la taille pour que nous puissions avoir simplement 8 départements. Et dans les 8 départements, chaque département aura droit à 10 députés. Comme ça, c'est équilibré, c'est égal, et on n'a pas besoin de dire que dans tel département, on a plus de députés, et dans tel autre, on n'en a pas. Donc voilà comment est-ce que nous allons nous organiser dans la réduction du train de vie de l'État, dans la réduction du train de vie de l'État. Dans chaque département du pays. Mais aujourd'hui même avec la structure que vous avez, on ne tient même pas compte de la démographie. Un député congolais s'occupe peut-être de 33 000 habitants, mais il y a des villes où il y a plus de 100 000 habitants, mais vous avez par exemple 2 députés. Et là où il y en a moins, vous avez 4 députés. Donc, on ne respecte absolument rien en termes de découpage électoral. Nous, ce que nous voulons faire, c'est simplement régler le problème de division, pour avoir des moyens le problème d'inégalité. Injectés dans le social des Congolais. Il n'y a pas que ça, comme je vous ai dit. Non seulement nous allons réduire donc, le poids financier de l'État, mais aussi régler un autre problème qui est le problème de la représentation de chaque département. Si chaque département a 10 députés, je ne vois pas pourquoi est-ce que un département va se dire bon, moi, je ne suis pas d'accord parce qu'on est plus nombreux. Ce n'est pas une question du nombre. Le ratio député-population, nous allons regarder, mais je pense qu'il faut aller sur un terme plus précis. Donc, un département, 10 députés, et à ce moment... Vous allez réduire, au lieu de 15 départements, vous allez réduire les départements. Nous allons réduire. Pourquoi? Parce que je pense que le Congo n'a pas besoin d'avoir 15 départements. Avec 12, déjà, c'était
difficile financièrement. On rajoute, mais nous savons pourquoi on a rajouté. Ce n'est pas pour régler les problèmes des Congolais. C'est simplement parce que, bon, il faut... Pour la gestion efficiente des entités décentralisées. Non, non, madame. Ce n'est pas ça, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je vous dis simplement que les nouveaux départements qu'on a créés, c'est avec la vision PCT. Ce n'est pas avec une vision sociale, ce n'est pas avec une vision administrative. C'est voir ceux qui n'ont pas encore des postes et leur redonner des postes. Il faut simplement regarder ceux qui ont été donnés. C'est des gens qui traînaient. Et comme ils traînaient, il faut créer des départements. Vous voyez qu'on crée tout un département, on crée tout un budget, toute une dépense de l'État pour satisfaire un monsieur qui n'était plus en fonction parce qu'il est soutien du président. Nous ne voulons plus de cette république-là. Nous voulons d'un pays qui va fonctionner par rapport aux besoins de la société. Et un État comme le Congo, avec 6 millions, on est même moins de 6 millions si on est un pays sérieux dans le recensement, on est moins de 6 millions, pourquoi on aura besoin de 15 préfets? Pourquoi on aura besoin de 15 départements? C'est de la dépense pour rien alors que nous n'avons pas l'argent. Donc nous sommes là pour aller vers la moindre dépense et il faudrait que chaque dépense soit justifiée. La gestion du pays avec parcimonie. Exactement. Parce que nous sommes un pays qui a besoin d'argent. Nous sommes un pays qui a des problèmes sérieux en termes de social, en termes économiques. Alors, il ne faut pas aller gaspiller l'argent. Moi, je ne vois pas la raison pour laquelle on a augmenté le nombre des départements. Je ne vois pas. Qu'est-ce qui a changé dans la vie des Congolais? Président Dab Mafoula, justement sur les réformes structurelles, que comptez-vous faire? Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le SEMTENASEC qu'il faut proposer maintenant aux Congolais pour donner la possibilité à chaque enfant congolais d'espérer s'il veut diriger le pays. Pourquoi? Parce que nous avons un président qui a fait plus de 42 ans au pouvoir et ça a été justifié par le cadre légal de notre pays. Donc la Constitution permettait cela et il a eu toute cette possibilité de se représenter. Mais je pense qu'un pays, pour avancer, a besoin de l'intelligence de chacun. Moi, je ne veux pas que notre pays soit focalisé sur une personne, sur un président, peu importe ce qu'il fait, mais il faut qu'il y ait de l'avancement. Il faut permettre à ce que chaque enfant puisse aujourd'hui arriver au pouvoir, chaque enfant du pays, bien évidemment, arriver au pouvoir et faire ce qu'il a à faire et partir pour laisser la place à l'autre. Vous allez soumettre la Constitution à l'approbation du souverain. Cela va permettre à ce que nous puissions avoir le renouvellement du personnel politique, ce qui est très difficile parce que les mandats sont toujours cumulatifs. Ça va s'appliquer pour le président, mais aussi pour les députés. Les députés, ce n'est pas un septennat. On ira sur un 5 ans non renouvelable. Tu as fait tes 5 ans, tu as fini, tu pars. Comme ça, on peut renouveler aussi l'Assemblée nationale avec le nouveau personnel politique. Vous comptez moderniser l'éducation et la santé. En quoi faisons justement, président Dab Mafoula? Vous savez, aujourd'hui, la situation de la santé et de l'école est une préoccupation majeure pour les familles congolaises, pour nos enfants. Je vais commencer par l'école. Il y a des enfants, aujourd'hui dans la République, qui ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas une école, parce qu'il n'y a pas des enseignants. Alors que vous avez plusieurs députés et plusieurs sénateurs, plusieurs ministres. Ce que nous voulons faire, c'est simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, prendre l'argent qui sert les politiques et mettre ça dans le social. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons des écoles dans chaque village, dans chaque district. Pourquoi ? Parce qu'il faut permettre une véritable égalité entre les citoyens. Et pour aider les enfants qui décrochent rapidement par rapport aux situations de précarité des enfants, des parents, il faut mettre une bourse, ce que nous avons proposé, à partir de 4e, il y aura une bourse de 30 000 pour chaque enfant. Pourquoi? Parce que chaque enfant doit avoir des moyens de continuer ses études. Une fois un enfant congolais a son bac, aujourd'hui avec l'administration de Denis Sassou Nguesso, la bourse c'est en 2e année. Il faut que vous soyez en 2e année pour avoir une bourse. Donc de la bourse, chaque enfant pourra commencer à préparer la rentrée académique dès qu'il a son bac. Donc pendant la période de vacances, dès que vous avez votre bac, on commence à payer la bourse
pour permettre à ce que chaque enfant puisse continuer ses études, parce que je ne souhaiterais plus qu'un enfant congolais, après avoir eu son bac, qu'il ne puisse pas aller à l'université à cause des moyens financiers. Président, c'est important. Vous allez instaurer la bourse à partir de quel cycle? Cycle primaire, secondaire, premier degré, deuxième degré? Donc, la quatrième, il y a une bourse qui va être octroyée pour tous les enfants de la République et qui va continuer jusqu'à ce que, dès qu'on a son bac, pendant les vacances, on paye la bourse dès la première année, mais pendant les vacances. Alors, concernant tout juste le volet éducation, alors que comptez-vous faire sous le plan de la création des universités? Est-ce que vous allez moderniser l'université Marin-Ngouabi en créant des succursales dans d'autres départements du pays? On ne parlera pas de succursales, on va simplement dire que dans les 8 départements que nous proposons, nous aurons des universités de développement. Donc tout dépendra de la richesse, tout dépendra de la ressource de chaque département pour que nous puissions donc arrimer la ressource et l'université. Mais dans chaque département, il y aura une université parce que je ne souhaite pas qu'un enfant de la Likwala quitte la Likwala pour venir à Brazzaville. D'ailleurs, j'ai été à Infondo, beaucoup des jeunes ont eu leur bac là-bas, ils ne sont pas venus à Brazzaville en fonction donc de la précarité des parents et aussi l'état des routes. Donc c'était difficile pour ces jeunes-là d'aller à l'université. Donc vous voyez très bien qu'on a de l'intelligence qui est restée à un niveau très bas, simplement parce que le pays n'a pas permis à ce que chaque enfant puisse aller à l'école à proximité de son district ou de son département. Président, merci. Alors, sur le plan de la diversification de l'économie congolaise, alors, que prévoit le candidat Dave Mafoula? Depuis très longtemps, on nous a parlé de la diversification économique et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas vu les résultats de la diversification économique. Nous, ce que nous allons faire, la diversification économique, elle sera réelle. Elle ne sera pas un slogan. Elle ne sera pas une instrumentalisation politique. Pourquoi? Parce que nous partirons de la réalité de notre pays avec les richesses que nous avons. Nous avons le bois, nous avons l'or, nous allons exploiter le bois de façon à ce que nous ayons non seulement donc, le bois brut, mais que ce bois soit transformé afin de créer des emplois. Nous avons l'or dans notre pays. L'or doit aussi subir une transformation industrielle pour créer des emplois. Et nous avons les terres agricoles dans notre pays. Je ne vous parle pas de l'agri-slogan. Je vous parle d'une agriculture qui sera nourricière, qui va permettre à ce que nous puissions donc avoir une production nationale. Vous estimez qu'il y a l'agri-slogan? Oui, c'est ce qui se passe avec le gouvernement actuel. C'est l'agri-slogan. Le prix ne baisse pas. Quand vous allez chercher, il faut demander aux mamans qui vont au marché pour acheter le poisson, pour acheter le manioc, pour acheter l'oignon, l'huile, la tomate. Ça coûte toujours cher. L'œuf est toujours à 150. Donc, je vous dis qu'il n'y a pas une agriculture réelle, mais on nous parle d'une agriculture politique. Justement, que comptez-vous faire pour c'est comme je vous ai dit, agriculture véritable soit relancée? C'est comme je vous ai dit, Madame Marna, c'est que l'agriculture pour nous doit être un secteur clé, doit même devenir le moteur de notre économie. Pourquoi? Parce que, vous savez, les physiocrates disaient qu'il n'y a que l'agriculture qui produit plus que ce que vous pouvez s'aimer. Quand vous avez une graine, vous sémez la graine, après quelques mois ou quelques semaines, vous allez avoir plus que ce que vous avez sémé. Donc l'agriculture permet à ce que nous puissions faire avancer l'économie de notre pays. Mais à une seule condition, il faut une véritable réforme de la situation agricole de notre pays. Vous savez, l'agriculture répond à une règle simple de 4 S. Donc le sol, la sémence et le suivi de ce qui se fait. La réforme dans le secteur agricole va prendre toutes les filières. Non, mais quand je parle de la réforme, c'est commencer à revoir l'agriculture dès le premier S, le sol. Vous savez, dans notre pays, on cultive comme ça, hein, on fait confiance à la météo, on fait confiance à nos saisons de pluie, mais on n'a jamais pensé
quelles sont les cultures qui nécessitent de l'eau. Et quand il n'y a pas, quand on est dans une période où il n'y a pas la pluie, comment on fait pour continuer à cultiver? Donc, il y a tout ça qu'il faut mettre en œuvre. Et nous allons donc créer des conditions pour que l'agriculteur puisse avoir donc des moyens qui vont lui permettre de faire avancer son travail. C'est pour cela que nous allons mettre en place donc une banque agricole qui va permettre à ce que chaque agriculteur puisse avoir son crédit et valoriser ce travail-là. Mais il faut une dose d'accompagnement de l'État, simplement parce que si nous voulons avoir une production nationale qui va donc répondre à la demande des denrées alimentaires que le Congo a besoin, il faut de l'accompagnement. C'est pour cela que nous, dans notre manière de travailler, bien que je suis libéral, mais je dis qu'il y aura une bonne dose de l'intervention de l'État pour que nous puissions redresser la situation de l'agriculture dans notre pays. C'est par ce message du candidat à l'élection présidentielle, Dave Frem Mafoula, que nous mettons fin au décryptage présidentiel de ce soir. Merci et à la prochaine occasion.